Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Si vous avez écouté les premiers épisodes de mon balado, vous vous rappellerez qu'à l'été 2021, j'avais reçu un groupe de 4 jeunes chirurgiens qui terminaient leur formation et qui étaient sur le point d'entreprendre leur vie professionnelle. Il s'agit de l'épisode numéro 2. Parmi ces 4 jeunes médecins, il y avait Dr Xavier Paré, qui travaille maintenant à Saint-Georges-de-Beauce, l'épouse de Xavier, et Dr Pamela Paquette. Elle est anesthésiste dans le même hôpital à Saint-Georges. Et Pamela a toujours rêvé de travailler pour Médecins sans frontières. Elle est née en 1992 à Beauport. Elle a fait ses études au cégep Limoilou en sciences nature. Elle a par la suite complété ses études en médecine à l'Université Laval, durant lesquelles elle a voyagé à plusieurs reprises à l'étranger, notamment en Inde, Thaïlande, Indonésie et Cambodge. Lors de sa 3e année de résidence, elle a effectué un stage d'anesthésie de 8 semaines au Madagascar et elle a toujours eu le rêve et le désir de travailler pour Médecins sans frontières. J'ai cependant été extrêmement surpris lorsque j'ai appris qu'elle était déjà déployée dans une première mission. Je l'ai donc rejointe au Sud-Soudan et je suis convaincu que vous serez, comme moi, subjugué par le degré de maturité et de courage dont fait preuve cette jeune femme qui aura 30 ans dans quelques semaines et qui évolue actuellement dans un environnement exigeant, dangereux et à certains égards inconnu. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Oui, allô? Salut! Allô, Dr Gagné, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien aussi. Bon, écoute, merci de prendre l'appel. Travailles-tu aujourd'hui? En fait, les dimanches, c'est la seule journée de la semaine où est-ce qu'on fait la tournée des patients, puis après la tournée, on fait seulement les urgences vitales extrêmes. OK. Fait qu'on n'a pas... puis aujourd'hui, c'est la première fois depuis ici qu'un dimanche, on n'a rien. OK. Puis le genre d'urgence vitale, ça va pour être quoi? l'instant. Ouais. Mettons, dimanche passé, on a passé la nuit de samedi à dimanche à faire un jeune de 20 ans qui s'était fait transpercer 3 fois par des lances, là, comme des javelots. OK. Fait que ça, c'était on a passé la nuit, dans le fond, sur lui, parce qu'il y en avait un au niveau du thorax, il y en avait un qui perforait là, les intestins, les voies biliaires, le foie, puis qui passait de l'autre côté. OK. Au niveau du membre inférieur. Fait que lui, on a passé beaucoup de temps dessus. Puis après ça, on a fini à 4 heures du matin. Après ça, à 7 heures, j'avais une urgence. C'était quoi déjà? Dans le fond, c'était une césarienne. Je pense que c'était ma rupture. Ouais, c'était ma rupture utérine, je pense. J'avais une rupture utérine, dans le fond, avec un bébé mort en CIVD, choc hémorragique. Mon Dieu. À 7 heures le matin.
Fait que, ouais, fait que ça, c'était, fait que c'est ça. Puis après ça, dans le jour, après ça, quand on a fini la césarienne, on a fait la tournée. OK. Puis après ça, on a eu une fasciectomie pour une morsure de serpent. Ah, OK, on est quand même loin de Fait que- Saint-Georges-de-Beauce, là. Ouais, non, c'est ça. Mais, ouais. Fait que, fait que ça, c'était ma journée de dimanche. Puis après ça, ben, tu sais, ça recommence. On sait jamais la nuit. On peut être appelé pour n'importe quoi. Il y a des urgences qui arrivent Là, en tout temps, là. Fait que, ouais. tu fais la garde 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Pendant, exactement. OK. Je suis la seule anesthésiste. OK. Parce que Ouais. je faisais des petites recherches, là, puis j'ai parlé un peu à Xavier, puis il me disait que tu es à Bentiu. C'est bien ça? Ouais, exactement. Dans le fond, je suis Dans le fond, je suis au sud du Soudan. En fait, au sud du Soudan. Donc, oui. Non, c'est ça. Fait que je suis à Bentiu, qui est en fait une... je suis dans un camp de déplacés pour protection des civils. C'est ça? C'est un camp d'environ 100 000 habitants C'est qui ce que a j'ai été vu. vraiment érigé, c'est ça, par l'ONU, pas par l'ONU, par les Nations Unies. OK. Mais là, depuis peu, ça a été repris par le gouvernement, puis c'est maintenant appelé un camp de déplacés internes. OK. Ça n'a pas beaucoup eu de changement parce qu'il y a quand même la protection là, qui est assurée par les Nations Unies. Mhm. C'est juste plus côté financement avec les NGO OK. qui est un petit peu moins bonne à cause que c'est moins... au niveau international, c'est moins bon d'être vu comme un camp de déplacés internes qu'un Un camp de pour la réfugiés. protection des civils. Puis, Exactement, c'est ça. En fait, c'est... à la base, je pense que c'est une très petite ville, ça, Bentiu, là. J'ai vu comme 7-8 000 habitants. Est-ce que c'est vrai ou? Oui, exactement. C'est vraiment une petite ville au nord du pays. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un camp qui est à peu près à 30 minutes de la ville. OK. Puis c'est vraiment un camp qui est spécial parce que les gens, ils vont chercher refuge là, pour la criminalité, la guerre civile qu'il y a ici, mais aussi beaucoup pour les inondations extrêmes qu'il y a OK. dans le pays à chaque année durant la saison des pluies. OK. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment érigé, c'est vraiment une île. Ils ont fait une île avec des canaux, fait un système pour que ce soit comme un des seuls endroits où est-ce que les gens puissent être au sec puis rester vivre là. Fait que c'est assez spécial là. Les images qu'on voit là, c'est vraiment comme une île qui est avec entourée d'eau là. La clientèle, j'avais lu aussi que c'est une clientèle très jeune, là, puisque souvent les parents sont morts. Est-ce que c'est le cas? Oui, ben c'est sûr que comme beaucoup de pays avec à faible low income, pas les pays sous-développés, mais je veux dire que les revenus des pays sont faibles. On voit vraiment que c'est une pyramide, c'est une pyramide inversée, c'est pas comme nous. C'est vraiment le contraire. Les gens ici, l'espérance de vie, c'est pas documenté, je pourrais pas vous dire. C'est pas non plus documenté combien d'enfants les gens ont, mais les gens ont vraiment beaucoup d'enfants. OK. Il y a aussi beaucoup de polygamie, donc les hommes ont plusieurs femmes. OK. Donc, ils ont beaucoup d'enfants. Là. Dans mes collègues sud-soudanais, en fond, il y a des gens qui sont des travailleurs qui viennent du pays. Mhm. Ils ont en moyenne 8 enfants. Quand 8, même. 12 enfants. Puis, c'est sûr que pour eux, quelqu'un qui a 50 ans, c'est une personne âgée. Là. OK. C'est une personne âgée, 60 ans, C'est très vieux. c'est très vieux. Puis 70 ans, on hésite à les opérer. Souvent, on va même pas les opérer à cause qu'ils ont vraiment sont très... on voit que la fragilité est vraiment là, puis OK. ça devient très risqué. Parle-moi des installations physiques là, dans lesquelles tu travailles. L'hôpital, en fait,
initialement, là, ça fait environ une dizaine d'années que l'hôpital est ici dans le camp. En fait, depuis que le camp a été fait, l'hôpital est ici. Donc, c'est sûr que au niveau physique, c'est un mélange c'est des tentes avec des grands espaces où est-ce qu'il y a plusieurs lits. Donc, il y a 3 grandes salles d'environ 20 lits pour la pédiatrie. OK. Ensuite, il y a 2 grandes salles d'environ 20 lits chaque pour la clientèle de médecins internes adultes. OK. On a aussi un centre de maternité parce qu'il y a évidemment, il y a de l'obstétrique, de la maternité avec les accouchements, même si les accouchements souvent se font dans un peu n'importe où, puis on reçoit seulement les cas les plus complexes ou quand ça va vraiment mal. On a une unité de néonatologie, mais quand on dit unité de néonatologie, on s'entend que c'est seulement une pièce avec plusieurs lits où est-ce qu'on va rassembler la clientèle de néonatologie. OK. Puis on a aussi un département là, vraiment chirurgical où est-ce qu'on a il y a 3 grandes salles là, avec plusieurs lits pour pouvoir recueillir, pouvoir mettre les gens. On a aussi les tentes d'isolation. OK. Que ce soit de la rougeole, tuberculose, COVID. OK. Enfin, tout ce qui est de maladies là, infectieuses là, sont séparés pour essayer de limiter là, la propagation, mais tout est à air ouverte. C'est vraiment des air ouvertes. Parfois, c'est des tentes. Parfois, ça ressemble un peu à des containers. OK. Excusez l'anglicisme. Non, c'est ça, oui. Mais, puis, on a aussi une salle d'opération. On a un endroit plus de chirurgie mineure où est-ce qu'on va réparer les plaies sous locale narcose, faire les changements de pansement. Mais on a vraiment une salle d'opération avec une salle de réveil d'anesthésie avec 2 lits. OK. Puis tout ça sur terre battue ou sur un plancher de bois? Ou... c'est vraiment un plancher standard pour la salle d'opération. Ça ressemble c'est une tente spécialisée, en fait, qui est faite un peu avec des murs de carton. OK. Fait que ça, c'est ça, mais c'est sûr que dans certains endroits, ça ressemble un peu à des planches du plywood. OK. Puis là, tu me disais que l'hôpital est sur l'île, donc l'hôpital dessert la ville également, là, pas uniquement le camp de réfugiés. C'est bien ça? C'est seulement le camp de réfugiés parce qu'il y a un autre projet de MSF qui est dans la ville. OK. Puis il y a aussi un petit hôpital dans la ville de Bentiu. OK. Puis là, toi, tu es là depuis 2 semaines à peu près, selon mes calculs. Presque 3 semaines, c'est ça? Ou... un peu plus. J'entame ma 4e semaine bientôt. Ouais. Puis disons, en termes de structure, là, donc un hôpital, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce que les enfants sont scolarisés? Est-ce qu'il y a une vie sociale, culturelle ou autre, ou tout le monde est simplement en mode survie? C'est un peu hétérogène de ma compréhension présentement, dans le sens que le système scolaire au Sud-Soudan, c'est très difficile d'avoir... en fait, c'est un des plus grands problèmes là, pour avoir accès à une éducation, étant donné l'instabilité constante du pays. Puis les gens qui sont constamment déplacés, ça fait que les enfants ont de la misère à avoir accès à de l'éducation. Puis c'est ce qui fait aussi que MSF a besoin de docteurs qui viennent de l'international parce qu'il n'y a pas de docteurs qui réussissent à être formés ou presque dans le pays. Puis ça, c'est vraiment un des plus grands problèmes parce que les gens sont là, voudraient apprendre, mais le système n'est pas là du tout pour permettre de former adéquatement les gens. Fait que ce que les gens font, les gens avec des moyens financiers un peu plus élevés vont envoyer leurs enfants au Kenya, en Ouganda, pour pouvoir avoir vraiment accès à un bon système scolaire. Il y a une école dans le camp, mais c'est vraiment vraiment de base. Là. C'est sûr que le taux je pourrais pas dire le taux de gens qui sont pas capables d'écrire en alphabet, je ne pourrais pas dire, mais pour donner le consentement pour une chirurgie, on n'en demande même pas personne de signer, on demande une empreinte. OK. Ça fait juste montrer un peu
Vraiment pour inclure tout le monde. Le degré d'analphabétisation. Exact. Puis là, tu me parlais d'un homme transpercé par des lances là, la semaine dernière, mais c'est assez exceptionnel, mais disons, ça, c'était une victime, mettons, d'une guerre, de la guerre interne ou de la guerre civile, c'est ça, des restants de querelles ou... Ben, en fait, la fin de semaine passée, on a reçu beaucoup de blessés, des traumas pénétrants, surtout, que ce soit par... en fait, ce qu'on voit beaucoup ici, c'est des armes, en fait, c'est des lances un peu artisanales, là, qui viennent un peu de leur culture au niveau de leur tribu, mais c'est parce que dans la fin de semaine passée, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une ressurgence de violence dans le camp même. Mais ce qui arrive, c'est que dans le camp même, c'est pas intercommunauté. C'est vraiment des violences sporadiques qui ont éclaté. Parfois, c'est de la revanche, des choses comme ça. Mais ça, c'était particulièrement pour la fin de semaine passée. Mais sinon, on a beaucoup de gens de d'autres villes du pays qui vont être envoyés en avion chez nous parce qu'on est, en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits avec des accès... en fait, un accès chirurgical. OK, je comprends. Donc, on va avoir des gens qui vont venir de d'autres villes qui vont avoir besoin là, d'une chirurgie. OK. Et ça fait beaucoup de délais, puis ça fait des patients qui arrivent avec des conditions assez extrêmes. OK. Puis, là, toi, tu as gradué en juillet 2021, là. Puis donc, moins d'un an plus tard, tu te retrouves dans ces conditions-là. Est-ce que tu te sentais préparé pour faire ce genre de travail-là? Parce que j'ai discuté avec Xavier, ton conjoint qui est chirurgien. Puis, du point de vue chirurgical, lui, en tout cas, il me disait qu'il se serait senti peut-être mal préparé pour faire de la chirurgie de camp de réfugiés comme ça. De ton côté, comment tu perçois ça? Ben, je crois que c'est vraiment différent du côté chirurgical que du côté anesthésique. Parce que, par exemple, ici, on a un chirurgien général, un anesthésiste, un pédiatre, 2 médecins. Il n'y a pas de gynécologue, on n'a pas d'orthopédiste, puis encore moins de chirurgien plastique, mais ça fait que le chirurgien général va faire les fixations externes, va faire toutes les amputations traumatiques. Et on a même fait une énucléation d'un œil, une réparation d'un trauma par balle dans un bassin avec une reconstruction là, au niveau de l'urètre, de la vessie. On fait aussi... C'est tellement... Il fait des césariennes. C'est très, très diversifié. Fait que ça, c'est sûr que pour un chirurgien qui vient qui a passé une résidence avec une chirurgie générale standard, je pense que c'est très challengeant. Par contre, du côté anesthésique, c'est sûr qu'il faut vraiment faire preuve, faut faire preuve de créativité, d'imagination, puis essayer de faire le mieux qu'on peut avec les ressources limitées qu'on a. Mais je pense qu'en anesthésie, on est très bien formé pour faire un peu face un peu à toute éventualité. Puis je pense que le fait de venir ici après ma résidence, avec toutes mes connaissances qui sont fraîches, qui viennent d'être faites, ça m'aide vraiment beaucoup. Je peux donner un exemple. Ici, on donne du sang complet. J'avais jamais travaillé avec de la réanimation là, de sang complet seulement, mais on n'a pas de réchauffe-soluté pour prévenir l'hypothermie qui peut survenir. On n'a pas de... Normalement, on mettrait une couverture chauffante, un thermomètre, on réchaufferait les solutés. Mais ici, quand j'ai eu une patiente avec un placenta prévia en choc hémorragique, que j'ai dû réanimer avec du sang, ben, tout ce que j'avais, c'était une couverture de survie. Fait que j'ai mis une couverture de survie, j'ai tapé un thermomètre axillaire dans son aisselle pour pouvoir avoir sa température. Puis on fait ce qu'on peut, là. Quand même. C'est vraiment... ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques... Ouais. Je t'écoute, oui. Non, c'est bon. J'aimerais ça que tu m'expliques tes motivations dans ta première année de pratique, alors que ne serait-ce que s'installer dans une pratique là, comme médecin spécialiste, avec tous les enjeux que ça peut comporter, les projets de couple,
qu'est-ce que tu fais au Sud-Soudan, donc 9 mois après ta graduation? Ben c'est pour ce qui est des motivations, ben, je pense qu'il existe beaucoup de raisons. OK. C'est multifactoriel. Moi, pour ma part, j'ai toujours su que je voulais faire de l'anesthésie en ressources limitées dans des contextes où est-ce que les besoins sont vraiment les plus grands, comme par exemple MSF. Mais OK. durant ma résidence, j'ai été à Madagascar faire de l'anesthésie pendant 2 mois. Mhm. Ça a vraiment confirmé, clairement, ça m'a préparé, je pense, vraiment à être capable d'accepter les choses qu'on voit puis d'être plus prête à travailler dans des environnements hostiles. Mais ça a vraiment confirmé mon désir de vouloir contribuer d'un certain sens à pouvoir fournir. En fait, le but, c'est de fournir des soins de qualité pour tout le monde, l'accès à une chirurgie sécuritaire, à une anesthésie sécuritaire pour tout le monde. Puis c'est sûr qu'il y a le côté qui est très... pas un côté... Oui, il y a un côté d'aventure, d'être mis un peu toujours à la limite. C'est tellement stimulant qu'au niveau mental de devoir réfléchir à créer une machine de succion quand on n'a pas de drain thoracique, par exemple. C'est vraiment challengeant comme environnement, puis c'est sûr que c'est un peu même addictif. OK. D'être autant stimulé, puis d'être dans un endroit où est-ce qu'on voit que le besoin est là, puis ce qu'on fait, c'est vraiment... Ça change des vies. Okay. Ça, à la maison aussi. À la maison aussi, on change des vies, puis c'est vraiment... J'adore mon travail à la maison, mais c'est tout l'aspect interculturel, international, travail d'équipe qui est particulier au contexte. Puis, pour la première année, ben oui, c'est intense, c'est vrai. Mais j'étais, en fait, il y a eu des campagnes de recrutement qui ont été faites avec MSF qui sont vraiment venus nous chercher au niveau de quand on était résident. OK. J'avais rencontré déjà un recruteur qui était présent dans des congrès, qui est même venu nous voir à l'université. C'est sûr que ça a été la première porte d'entrée vers ça. Puis j'ai la chance de travailler dans un milieu avec des collègues assez incroyables qui me soutiennent, puis qui me permettent aussi là, de pouvoir quitter. Là, j'ai pris 8 semaines pour pouvoir venir ici. Puis c'est sûr qu'avant d'avoir une famille, c'est un peu l'opportunité de le faire. Je crois que c'est le bon moment. Souvent, les gens vont faire des implications à MSF avant les enfants ou un peu plus tard. C'est assez logique. Donc, je pense que pour moi, c'était tout le timing était là. Au niveau des collègues, du travail, pas encore d'enfants, donc... ouais. Mon informateur privilégié me disait que tu avais l'intention de faire seulement une mission, mais que finalement, peut-être que tu révisais ta position. Alors, où en es-tu dans tes réflexions? Je suis pas certaine que que l'informateur est vraiment ouais. C'est sûr que je pense qu'il faut être réaliste et se dire on commence par en faire une puis après on verra. OK. Mais c'est sûr que d'être ici ça confirme un peu ça confirme, mais je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais c'est sûr qu'il y a un côté qui est addictif. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui commencent à travailler pour MSF qui vont finalement passer 10 ans sans avoir vu ces 10 dernières années-là filer, puis je peux comprendre. Mm-hmm. Par contre, moi, en tant qu'anesthésiste, des courtes missions, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être conciliable avec le travail. Mais pour la vie de famille, avec les collègues, c'est quelque chose qu'il va falloir que je discute à mon retour. Parce que c'est sûr que c'est... Oui, j'aime encore plus ça que c'est les idées... On se fait toujours des idées avant de partir dans une mission comme ça, mais j'aurais pas pensé que ça aurait été au-delà de mes attentes. Mais dans quelle mesure c'est au-delà de tes attentes? C'est le sentiment d'accomplissement ou c'est...
L'expérience, c'est quoi? Je pense que c'est un peu un mélange de tout parce que c'est épuisant, on travaille des longues heures, mais tout le monde qui est ici, tous mes collègues avec qui je travaille, tout le monde vient parce qu'ils veulent être ici. OK. Donc, je suis vraiment avec des gens qui ont les mêmes motivations. On partage vraiment un but commun. On vit ensemble à tous les jours. Donc, c'est sûr que ça fait avec toutes les choses intenses qu'on voit, on est un peu toutes sur l'adrénaline. On supporte beaucoup. Beaucoup d'entraide. On voit des choses que c'est sûr que l'exposition clinique est assez incroyable. Je fais des choses que j'aurais pas l'occasion de faire nécessairement dans ma pratique. Fait que des traumas par balle, des grands polytraumatisés, des grands brûlés de tous les âges, avec des ressources autant limitées, avec des patients en conditions autant critiques. Mm-hmm. J'ai pas eu ça dans ma résidence. OK. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté-là aussi qui est assez motivant, stimulant. OK. C'est assez impressionnant ce qu'on est capable de faire. La chirurgie de qualité, l'anesthésie de qualité, les soins qu'on est capable de donner avec autant peu. C'est assez impressionnant, puis c'est assez... ça donne le goût de continuer. Ça donne le goût de continuer, c'est sûr et certain. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. J'aimerais que es-tu capable de te rappeler de ta première impression à ton arrivée au camp il y a 3 semaines? Ma première impression? Oui. Oui. Dans le fond, on prenait une petite avion de l'organisation de World Food Program. Mm-hmm. Puis on arrive vraiment dans un petit avion directement dans le camp. Okay. Donc, on arrive là, vraiment sur une piste d'atterrissage qui est vraiment sur de la terre battue. Mm-hmm. Puis quand on arrive, on voit vraiment tout le camp qui est entouré d'eau. Puis là, c'est là qu'on se dit, OK, on est vraiment isolé. C'est vraiment de se dire que les gens, comment ils font pour arriver là, c'est assez incroyable comment les gens peuvent arriver là. Mais quand je suis sortie de l'avion, la chaleur intense. OK. C'est assez incroyable. La chaleur, la poussière. C'est vraiment ma première impression. Là. Vraiment là, un gros contraste. Là. OK. Puis c'est sûr que il y avait les déplacements sont assez limités dans le sens qu'on débarque sur la piste d'atterrissage, puis il y a directement le camion MSF qui nous attend. On embarque directement dans le camion, on barre les portes, puis on rentre directement dans le compound MSF. À l'intérieur même du camp. Beaucoup l'occasion. OK. Donc, à l'intérieur même du camp, Exactement. il y a une enclave pour Médecins sans frontières. Exact. OK. Puis ici, c'est à l'intérieur du compound des Nations Unies, ce qui est quand même pas fréquent pour MSF, parce qu'MSF, il y a le concept de neutralité, impartialité.
OK. et de ne pas être associé à aucune arme est vraiment important. Donc, c'est un des rares projets où est-ce qu'on va voir que le compound MSF, l'hôpital, est au sein même de la base, vraiment dans les Nations Unies. Avec des soldats armés C'est pour bon d'un votre certain protection. sens. Exactement. OK. Exactement. Donc, le paradoxe, c'est que vous devez vous protéger des gens que vous venez aider. À certains égards. En un certain sens, oui. Mais c'est sûr que On remarque- c'est important de rester Mhm. neutre et il y a aucune arme qui rentre dans le compound MSF. On Ok. voit les pancartes sont assez claires, c'est vraiment aucune arme rentre. OK, c'est-à-dire que Dans vous, le votre MSF. campement est à l'intérieur même du campement des Nations Unies, là, en quelque sorte. Exactement. OK. Ouais. OK, donc vous passez à travers les barrières de sécurité d'abord des Nations Unies pour ensuite Exact. rentrer sur le site de Médecins sans frontières. Ouais. Donc les patients qui vont aller là vont être comme fouillés, j'imagine, puis avant d'être admis. Il y a il y a des gardes armés OK. qui assurent le passage des gens à l'intérieur du camp, mais il faut un accès soit pour avoir des soins médicaux ou un accès, une carte des Nations Unies, comme maintenant j'ai ma carte des Nations Unies et ma carte d'employé MSF OK. pour pouvoir rentrer. Ça t'a pris combien de jours avant d'être, je dirais, moindrement à l'aise un peu là, dans cet environnement-là? Est-ce que en dedans de quelques heures, tu étais déjà un peu en mesure de fonctionner ou ça a pris un petit peu plus de temps? Probablement, idéalement, quelques jours. OK. Ce qui est particulier ici, c'est que habituellement, je travaille avec deux infirmiers anesthésistes qui sont un peu comme des inhalothérapeutes au Québec. Mhm. Mais il y en a un qui est tombé malade OK. juste avant que j'arrive. Donc, ça fait que ma deuxième journée, j'avais personne avec moi la nuit. Ah, Puis comme... Ouais, exactement. Puis comme c'était ma deuxième journée, on sait pas où sont toutes le matériel et Ben tout. oui. Puis évidemment, on a eu une césarienne d'une patiente avec un placenta prévia qui saignait en choc hémorragique. Puis quand elle est arrivée dans ma salle d'opération, j'ai perdu son pouls. OK. Et c'était une situation assez extrême. Même au Québec. Où est-ce que là, ouais, au Québec, mais d'être dans un environnement où est-ce que j'étais seule, que j'avais repéré le matériel, mais c'est pas aussi rapide de le préparer, d'aller le chercher. Puis d'avoir aussi des mains parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Donc, normalement, cette patiente-là, on aurait fait une intubation pour protéger les voies aériennes, pour prévenir le risque d'aspiration, pour pas que Puis on aurait ventilé la patiente, puis ensuite on l'aurait réveillée extubée. Mais là, j'avais physiquement pas assez de bras pour intuber, baguer à l'embut pour donner de l'oxygène, donner de l'adrénaline, de la kétamine, puis du sang en même temps. C'est physiquement impossible. Mhm. C'était physiquement impossible. Fait que ça, c'est sûr que j'ai trouvé ça assez difficile. OK. Mais ce qu'on fait, c'est que, en fait, la sage-femme est venue m'aider à OK. donner du sang. Puis j'ai probablement fait quelque chose que j'aurais jamais fait au Québec, mais c'est le genre de patiente qui... J'ai seulement mis de l'oxygène puis fait une césarienne à la kétamine seulement. OK. Donc, pour nos auditeurs là, qui ne sont pas médecins, là, donc, quand tu parles de kétamine, donc c'est très drôle parce que je viens de faire une entrevue avec une psychiatre. On a parlé de dépression, puis c'est utilisé à faible dose dans le traitement de la dépression. Alors, les gens vont penser que la kétamine, c'est un médicament miraculeux et nouveau, mais c'est une vieille drogue. Comment ça fonctionne dans ce contexte-là, la kétamine? La kétamine, ça fait une anesthésie dissociative. OK. Où est-ce que les gens, lorsque c'est titré à la bonne dose, vont continuer de respirer, va rester stable aussi au niveau de la tension artérielle, du pouls.
Puis, les gens vont avoir les yeux ouverts, mais vont être déconnectés de leur corps, de leurs sensations. Mhm. C'est vraiment une anesthésie dissociative. Donc, pas de perception c'est de la pas- douleur. Exactement. C'est ça. OK. Pas de perception de la douleur. Donc, ça, Puis, Mm. dis-moi, est-ce que tu appréhendes ton retour au Québec? le retour, c'est sûr que c'est toujours dans les choses les plus classiques. Le départ, le choc d'arrivée, mais aussi le choc de retour, je crois, les gens sont de plus en plus attentifs au phénomène de retour, où est-ce que les gens ont de la difficulté à revenir, à partager avec les gens les choses intenses qu'on a vécues. Mhm. Présentement, j'appréhende pas vraiment le retour. J'essaie de garder. En fait, je pense que la clé, c'est de rester connecté avec les gens qu'on a à la maison. OK. De continuer de communiquer des choses qu'on vit. Comme par exemple, moi, j'ai une page, un groupe privé avec des gens proches où est-ce que je partage mes histoires, un peu ce que je fais, pour leur permettre de comprendre mieux ce que je fais. Puis aussi d'être capable de revenir, puis de pas chercher quoi dire. Dans le sens que de pas avoir à tout expliquer à un seul moment, parce que ça, je pense que ça peut être difficile. Puis les gens, c'est pas tout le monde qui veut savoir la même chose. C'est pas tout le monde avec qui qu'on peut partager. Et je pense que l'important, c'est d'avoir certaines personnes clés avec qui je sais, comme par exemple Xavier, mon conjoint. Mhm. Certainement va être une des personnes qui va m'aider le plus, qui va être le plus soutenante là, pour le retour. On a prévu une semaine de congé avant de retourner travailler pour faire la transition. OK. Mais je pense qu'à la fin, pour l'instant, j'apprécie beaucoup mon moment ici, mais je pense qu'une fois que la fin va arriver, ça va être le temps de revenir. OK. Parce que j'avais eu en entrevue, il y a déjà plusieurs mois, Andréane Racine, qui est infirmière, puis qui est allée, si je ne me trompe pas, au Soudan, puis qui disait que souvent on se soucie des gens quand ils partent, mais on se soucie moins des gens quand ils reviennent. Puis elle avait trouvé ça presque plus difficile. Puis l'image qu'elle m'avait donnée, c'est que en revenant d'un de ses tours, elle partait d'un camp où elle côtoyer la misère comme toi tu peux le faire dans le moment pour arriver quelques heures plus tard dans une escale internationale où les gens achetaient des sacoches à 10 000 $. Puis ça avait été un choc incroyable pour elle, là, dont elle se souvient encore. Oui, je peux clairement comprendre. Quand j'étais à Madagascar, lorsque je suis revenue, c'est au début de la saison de Noël où est-ce qu'il y a les cafés Starbucks. Les cafés caramel de Noël. Mm-hmm. Puis avant de partir, je m'étais dit, quand on va arriver à l'aéroport, à notre retour, on va se prendre un bon café Starbucks. Mais quand on est arrivé là, le clash était tellement, tellement présent qu'on était comme, oh mon Dieu, on était outrés, qu'on a juste refusé de prendre un simple café Starbucks. À cause du prix. Mais... Voilà. Ah oui, à cause du prix, de l'abondance, du fait qu'on a tellement côtoyé des gens que ça devenait un peu superflu finalement. OK. Mais présentement, ça, je pense que c'est un peu dur à prédire comment je vais me sentir au retour, mais MSF est très supportant aussi pour le retour. On a beaucoup de briefings de retour qui sont prévus. On a même un soutien psycho qui est déjà prévu d'avance. OK. Où est-ce qu'on a un suivi avec... on a des consultations pré-départ. On a beaucoup de préparation... des lectures, mais aussi des échanges en groupe pour se préparer au départ. Puis il y a la même chose au retour aussi. Fait que c'est sûr que je me sens aussi bien entourée par MSF pour mon retour. OK. C'est... Ouais.
Pour l'instant, je suis Pas inquiète. pas très inquiète. OK. Mais on verra quand on sera rendu là. Je suis encore dans l'effervescence de la mission. J'imagine, hein? On verra au retour. Penses-tu que ça va changer la façon dont tu pratiques l'anesthésie au Québec? Je suis convaincue que je vais que je devienne une meilleure clinicienne. OK. Convaincue. Ça, c'est ça. Puis probablement que ma tolérance au stress d'avoir vécu autant de cas instables, intenses, avec un peu d'impuissance, je pense que ça va m'aider à gérer mon stress dans des situations plus intenses qui pourraient survenir à la maison. OK. J'apprends, je deviens même bonne à devenir la pression artérielle d'un patient en prenant son pouls. Là. Donc, OK. À plus ou moins 10? on développe des... Non, c'est ça. On trouve des moyens pour pallier au manque de ressources. Mais, ouais. Mais c'est sûr que c'est rassurant de travailler dans un milieu avec tout ce qu'on a comme chez nous. Je pense que je vais vraiment beaucoup l'apprécier à mon retour. Penses-tu qu'on a trop de ressources pour ce que l'on fait? Parce que quand je t'écoute, je vois que tu es capable de faire presque tout avec presque rien. Alors que dans nos milieux, on a l'impression qu'on fait beaucoup, mais avec peut-être trop. Trop, je pourrais pas dire. OK. Je pense que la clé de tout, c'est vraiment de rester sécuritaire pour un patient, puis de rester dans des soins qui sont de qualité, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe avec quel patient, puis dans quelles ressources on est. Donc, si, par exemple, je juge qu'une chirurgie, pour une condition d'un patient, n'est pas sécuritaire ici, il faut se retenir puis pas le faire. Fait que, est-ce qu'on a trop de ressources? Je crois pas, parce que je pense que c'est pour donner les meilleurs soins de meilleure qualité pour nos patients. Mm-hmm. Mais oui, on est capable de faire beaucoup avec peu. Fait que peut-être que je vais être un peu plus minimaliste en retour. Ouais, certainement. Tu disais le patient que tu ne peux pas opérer dans ton camp, tu l'envoies où à ce moment-là? Dans la capitale ou à Djouba? Oui, exactement. Comme par exemple, ici, dans les protocoles de MSF, on n'a pas le droit de faire de thoracotomie. OK. Puis présentement, on a un patient qui a eu un trauma par balle au niveau du thorax, puis une fistule, en fait, la bronche souche droite est complètement est rupturée. Puis constamment, il y a une fuite bronchopleurale. OK. Qui, sans succion, sans intubation sélective, n'est pas quelque chose qui va guérir seul. OK. On a essayé plusieurs semaines en antibiotiques, mais présentement, il y a le poumon qui était à cet endroit-là, et puis là, c'est de la nécrose. OK. Donc lui, on essaye de l'envoyer à Khartoum, ou à Djouba. OK. Mais la famille est pas en mesure de pouvoir payer pour le transport. Donc, on essaye de voir qu'est-ce qui est possible à l'intérieur du corridor MSF avec les autres projets. Mais même si ce patient-là a 20 ans, puis que c'est quelque chose qui, clairement, bénéficierait d'une thoracotomie avec une chirurgie pulmonaire, il pourrait survivre, mais il va probablement terminer en soins palliatifs et décéder dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est incroyable de penser ça, quand même. Oui. Puis c'est quoi les frais? Quand tu dis la famille ne peut pas payer, as-tu une idée des coûts, disons? J'ai pas une idée des coûts, mais c'est plus dispendieux que ce à quoi je m'attendais. OK. Quand on va, par exemple, dans les marchés ou acheter dans des petits supermarchés, comme dans la capitale, même si c'est une bulle d'expatriés qui habitent là, les prix sont quasi comparables à ce qu'on a chez nous. OK. Assez surprenant. Okay. Assez surprenamment. Donc, je crois que c'est assez dispendieux pour les revenus que les gens ont ici. OK.
Dis-moi, avant de partir, là, ou quand tu as annoncé ta décision, est-ce qu'il y a des gens au Québec ou à l'hôpital ou qui ont tenté de te décourager ou de te convaincre là, que c'était une mauvaise idée, là, ce plan diabolique? Ah, absolument. OK. Absolument. 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 J'ai eu droit à mon conjoint qui me regardait puis qui m'imaginait avec une jambe en moins. OK. Puis qui me disait tu vas être encore belle même s'il te manque une jambe. Fait que tu peux dire des choses comme ça pendant des mois. Non, mais il faut connaître le personnage, ouais, c'est ça. Non, oui, je m'excuse, j'en dis sûrement trop. Là. Non, c'est parfait. mais oui, c'est difficile de comprendre. Puis pour moi, ça a été difficile avec mon conjoint, avec mes parents, même mes amis. OK. De vraiment comprendre les motivations, puis de dire, mais aussi la confrontation de un peu refuser la vie qu'on a chez nous en sécurité, toute la chance qu'on a d'être né au Québec avec toutes les ressources, puis de se mettre volontairement dans une situation vulnérable où est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité assez important. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, puis qui est stressant aussi. Ben oui. Mais si avec les motivations que j'avais, si on prend malheureusement aucun risque, on ne pourra pas aller au-delà de nos rêves. Dans le sens que il faut être prêt tout en étant rationnel, Mm-hmm. mais après à avoir confiance à toute l'organisation logistique et sécurité des MSF qui est assez, honnêtement, qui est vraiment bien établie. OK. Présentement, je me sens vraiment très bien appuyée, surveillée, puis en sécurité. Tu te sens en sécurité. Malgré la situation instable. MSF fait un travail, fait vraiment un très bon travail pour assurer la sécurité là, des gens qui sont dans le projet. C'est vraiment une priorité pour l'organisation, puis c'est aussi pour ça que c'est rassurant. Parce que il y a un enjeu de relations publiques aussi pour le recrutement éventuel d'autres travailleurs. Puis, le bouche à oreille, j'imagine. Puis... Oui, c'est certainement, mais c'est sûr que chaque contexte est différent, chaque pays est différent. Puis je me souviens, quand on fait les préparatifs avant le départ, on a des capsules sécurité, on a des leçons de groupe sur la sécurité, puis on voit que je me souviens que j'ai vu le sud du Soudan, c'est dans le top 5 des pays les plus dangereux, où est-ce qu'il y a eu le plus d'incidents de sécurité avec MSF dans les dernières années. OK. Donc c'est sûr que ça, c'est un peu c'est un peu épeurant, puis c'est sûr qu'on décide de partager ce qu'on veut aussi avec notre famille pour pas trop les alarmer. Mm-hmm. Mais avant de partir, on remplit les documents en cas de décès. OK. Qui appeler. On remplit aussi un formulaire de preuve de vie où est-ce qu'on va vraiment dire des questions personnelles en cas où est-ce qu'on est kidnappé pour avoir une preuve qu'on est encore en vie, pour pouvoir être identifié. Et c'est sûr que le processus de réflexion se fait beaucoup avant de partir, puis il est très important là, pour accepter ça, puis être capable d'en parler à notre famille en cas que si quelque chose arrive, comment que ça va être géré, puis qui on met comme personne ressource en premier. C'est combien de temps la préparation avant un voyage comme ça? Présentement, grâce au COVID, tout est en visioconférence. Okay. Mais il y a des préparatifs généraux d'entrée pour début de travailler avec MSF qui est 2 jours de formation complète. Ensuite, on a des processus pré-départ où est-ce que c'est 10 heures de formation, c'est comme un peu des workshops en ligne réels. Okay. On a aussi une 30aine d'heures de formation en ligne à faire. Puis ça compte pas non plus toutes les briefings, rencontres qu'on a
les consultants de sécurité, de logistique, d'anesthésie avant le départ. Donc, c'est un processus. On est assez bien préparé. Là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations avant de partir. Là. Beaucoup d'heures de formation, mais je pense que c'est comme ça que ça doit être fait. Ça, c'est pour le premier voyage. J'imagine que les autres, c'est plus court ou à chaque fois, il faut repasser à travers tout le processus? Non, en effet, les prochains, c'est plus court. Okay. Dis-moi, pourquoi MSF plus que la Croix-Rouge, par exemple? Ou, oui. En fait, MSF a les valeurs de MSF qui sont par exemple la neutralité, l'impartialité, de ne pas choisir de camp, traiter tout le monde d'un concept qui est non armé avec plus une recherche d'acceptation pour diminuer les risques. OK. C'est vraiment quelque chose qui venait me chercher beaucoup. Mais aussi le fait que c'est beaucoup plus flexible que la Croix-Rouge. OK. Par exemple, la Croix-Rouge vont demander un minimum d'expérience clinique avant un premier engagement, tandis qu'MSF, en anesthésie, les besoins sont tellement grands qu'on n'a pas besoin d'avoir une expérience clinique avant de débuter. OK. Puis l'autre chose, c'est la flexibilité, où est-ce que en tant que spécialiste, on est dans un groupe, dans un hôpital, j'ai pu seulement dire mes périodes de disponibilité, puis MSF le prend, puis s'organise pour me trouver un projet qui va convenir aux dates que je suis disponible. OK. Donc ça, c'est un gros plus, contrairement à la Croix-Rouge, où est-ce que souvent on peut être déployé en très peu de temps, dans des délais très courts. Puis ça, pour moi, c'était pas possible. OK. Puis, quand même, c'est quand même assez impressionnant, là. C'est bon, ça. C'est très excellent. Écoute, je pense que je vais te laisser aller profiter de ton après-midi, là, puisqu'il est presque 16 heures chez toi. Ah, c'est bon, ouais, je vais aller dans le camp, en fait. OK. On va dans le camp. OK, je te remercie beaucoup, Pamela. Ouais, puis j'aimerais ça peut-être, à ton retour, qu'on termine l'entretien, parce que je vais être très curieux d'avoir tes perceptions à ton retour. Donc, si tu le permets, on pourrait peut-être compléter, puis faire ça en personne là, au cours des prochaines semaines. Puis, sois prudente. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci encore, sois prudente, puis merci. On se voit bientôt. Bye. Oui. Bye. Bye.